Je vous propose de commencer, donc peut-être mettre le casque, si c'est... Je pense que vous ne m'entendrez pas au fond. Donc on va parler de la sécurisation des applications cloud natives. Donc moi, Patrice Ivajoli, je travaille chez Cisco dans l'engineering qui s'appelle Outshift. Notre rôle, c'est 4 domaines. La sécurisation des applications cloud natives, l'exécution des applications cloud native à l'edge, la partie quantum networking et la partie AI générative. Donc c'est la mission de l'engineering. Donc là, je suis plus aujourd'hui pour parler de la partie sécurisation des applications cloud native. Donc qu'est-ce que j'entends par application cloud native? Donc dans mon équipe, on aide les clients et les partenaires à prendre leurs applications, souvent des applications legacy, et à les transformer, à les moderniser pour qu'elles puissent se déployer dans le cloud. Alors, il y a en général 2 façons de faire. Soit on prend des workloads qui tournaient peut-être dans des data centers et on les amène dans le cloud sur de la virtual machine. Pour moi, le cloud native, c'est plus de la modernisation où on va prendre des workloads et on va, au passage du cloud, les moderniser, c'est-à-dire faire en sorte de refactorer le code pour avoir une application qui va être beaucoup plus modulaire, granulaire et tournée sur des microservices. Donc les microservices, pour moi, c'est des conteneurs qui, en général, vont être orchestrés dans le cloud avec un orchestrateur comme Kubernetes. Donc ça, c'est ce que je vois énormément avec mes clients. Ce qu'on commence à voir beaucoup aussi, pour certains cas d'usage comme le machine learning, c'est les applications qui vont être directement serverless. Donc là où on fournit dans le cloud directement le code plus le trigger pour exécuter le code et on ne se soucie même pas du packaging du code. Donc ce qui se passe quand on passe sur ces environnements cloud native, la première chose qu'on voit dans le diagramme, c'est qu'on va augmenter très fortement la surface d'attaque. Une première surface d'attaque, c'est que vos conteneurs, la façon dont vous allez les construire, il peut y avoir des vulnérabilités. Donc, il va falloir comprendre cette chaîne de construction du conteneur. Est-ce que cette chaîne va pouvoir faire l'inventaire et pouvoir signer l'ensemble des composants qui, après, vont se retrouver dans l'environnement d'exécution? La deuxième chose qu'on voit, c'est comme on est en mode plutôt microservice, c'est que chaque entité de l'application va devoir communiquer avec une autre entité, voire communiquer avec une API externe. Et pour ça, il va falloir avoir de l'autorisation et de l'authentification, voire de l'encryption entre ces différents microservices. Donc, c'est des choses qu'on va assurer, par exemple, avec des technologies comme Mutual TLS, mais c'est quelque chose qui, avant, n'existait pas dans nos applications monolithes, parce que tout tournait au sein de la même machine. Donc, c'est en gros les 2 choses qui vont fondamentalement changer. Une troisième chose, c'est que, mais ça c'est pas nouveau, c'est de plus en plus on va faire appel à de l'open source. Donc quand vous faites de l'open source, il faut être capable de dire s'il y a des vulnérabilités ou pas dans le code, ou faire de la traçabilité. Et ça aussi, on voit de plus en plus d'attaques aujourd'hui sur du packaging open source, où en fait les attaquants vont utiliser des librairies open source et vont essayer d'avoir des vulnérabilités dans ces librairies. Donc, en résumé, la stack un petit peu, pour moi, ce qui me guide avec mes clients quand j'interviens sur de la sécurisation applicative, c'est sécuriser la logique de l'application. Donc là aussi, dans le code, la façon dont on écrit des API en mode microservices. Donc quand vous voyez les bonnes pratiques côté OWASP et OWASP Top 10 API, il y a tout un tas de règles dans le code à respecter. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui peut être détecté par des scanners de code, des linters, etc. Donc c'est une chose importante à prendre en compte dans la chaîne de production. Après, la deuxième chose, c'est de sécuriser le workload. Et là, j'ai 2 choses principales à faire. La première chose, c'est de comprendre comment on va construire le conteneur ou comment on va construire la fonction serverless. Donc être capable de détecter les vulnérabilités, être capable de signer les images et d'être sûr que ce qui va se retrouver en production, c'est bien quelque chose qui a été à l'origine fait dans notre pipeline CI/CD.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on va déployer dans un runtime comme Kubernetes, être sûr que les droits et les privilèges qu'on va donner aux différents microservices sont les bons. Donc bien souvent, on va chez des clients et on voit que les workloads peuvent s'exécuter comme root ou peuvent escalader leurs privilèges. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir contrôler. Dans un orchestrateur comme Kubernetes, on a, comme vous le savez peut-être, tout un framework de policy avec ce qu'on appelle les admission controllers. Donc on est capable de venir s'insérer dans l'API Kubernetes et de venir faire de la régulation de ce qui se passe et donc de prévenir par exemple des déploiements de workloads qui auraient trop de vulnérabilités ou à qui on donnerait trop de privilèges. La troisième chose, c'est quand on va être déployé dans le cloud et que vous allez avoir des services de cloud, par exemple d'identité ou de storage, etc. Il va falloir faire une analyse aussi de comment le cloud est configuré. Est-ce qu'on n'expose pas, par exemple, des données sensibles, etc. Donc là aussi, c'est une chose importante à prendre en compte. Et enfin, la protection de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Donc moi, il y a un framework que j'aime bien, que je trouve intéressant à regarder. C'est le framework SALSA, où on est capable d'aller signer en fait toute la chaîne de production et de développement et d'avoir une intégrité de bout en bout de ce qu'on vient déployer au niveau du runtime. Le challenge qu'on a aujourd'hui, je dirais, c'est trois aspects que je vois de plus en plus avec mes clients. Le premier, c'est avec la couverture en fait, de l'ensemble des vulnérabilités. Parce qu'on va avoir la configuration du cloud, la configuration des workloads, le build des conteneurs, le code source, les serverless, etc., etc., etc. Donc il y a énormément de choses, d'assets qu'on va devoir analyser et dont on va devoir faire l'inventaire et le scanning. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'une fois qu'on a effectivement récupéré l'ensemble de l'inventaire, il va falloir prioriser. Parce que bien souvent, vous allez avoir des choses, on a une petite démo là, sur le stand, où on a 2000, 3000 vulnérabilités. Qu'est-ce que je fais avec ces 3000 vulnérabilités? J'ai besoin d'une assistance pour prioriser quelles sont vraiment les vulnérabilités que je dois fixer en premier. Donc ça, il y a des méthodes que je vais expliquer après, qui sont assez novatrices, pour faire de la prioritisation en fonction de ce qu'on appelle des attaques passes. Et puis la dernière chose, c'est une assistance aussi, une fois qu'on a détecté les priorités, nous donner un peu les recettes de remédiation. Qu'est-ce que je dois appliquer? Est-ce que si je dois appliquer un patch ou un changement de configuration, comment je peux l'appliquer? Est-ce que tu peux me fournir un script, par exemple, Terraform ou quelque chose qui permet d'appliquer le patch? Donc les outils vont de plus en plus vous proposer, en fonction de la prioritisation et des attaques passes, la possibilité d'avoir la remédiation programmatique. Et c'est là, par exemple, quand on prend le machine learning et l'intelligence artificielle avec des modèles plutôt orientés langage, ça peut être un bon ajout d'avoir des LLM qui nous aident à la remédiation, parce que ça va permettre d'expliquer en fait des choses très techniques vers les gens qui opèrent l'infrastructure. Donc, l'architecture sous-jacente de ça, et si vous regardez Gartner, c'est un peu la composition ou la décomposition qu'ils en font. Vous allez avoir 5 gros blocs fonctionnels. Le premier, c'est la sécurisation du code et du build des conteneurs ou des fonctions serverless. La gestion de la configuration du cloud et des données, donc ce qu'on va appeler par exemple DSPM ou CSPM, Cloud Security Posture Management. Donc ça va être tout ce qui va être relatif à la configuration et les bonnes pratiques au niveau de l'infrastructure cloud. La partie gestion des risques au niveau de ce qui est déployé, donc des workloads, ce qu'on va appeler le Cloud Workload Protection Platform, CWPP, chez Gartner. Et puis des choses assez nouvelles qui ne sont pas forcément capturées dans les analyses Gartner,
c'est la partie API sécurité. Ça, c'est fondamental. On a vu beaucoup chez les clients ce qu'on appelle des shadow API. Donc, en fait, des API qui vont vers l'extérieur, qui n'ont pas lieu d'être. Donc ça, il faut être capable de les identifier. Et aussi des problèmes de schéma d'API interne à l'application, où par exemple, le data model n'est pas bon et pas assez précis. Les mécanismes de sécurisation des API ne sont pas là, etc., etc. Donc il faut avoir des outils qui vont permettre de reconnaître les vulnérabilités à ce niveau-là. Et enfin, la dernière chose, c'est la partie Attack Path Analysis. Donc pour ça, j'ai un petit exemple sur le slide d'après, je crois. Ce qu'on va faire, donc, nous chez Cisco, on a pris une stratégie de faire de l'intelligence artificielle et du machine learning sur une base de données particulière qui est une graph database, c'est-à-dire que l'ensemble des vulnérabilités qu'on récupère de vos environnements cloud, de vos environnements Kubernetes, de vos environnements serverless, on va mettre ça dans une base de données, une GraphDB, et dessus, on va essayer de comprendre quels sont les mécanismes, les chemins possibles entre l'extrémité, donc la surface d'attaque, et les données sensibles que vous cherchez à protéger. Et on va comprendre, donc, si vous connaissez les règles de bonne pratique d'un organisme américain qui s'appelle Meter Attack, c'est ce qu'on appelle les mouvements latéraux. Et eux, ils ont déjà une classification comme ça. Cet Attack Path Analysis, c'est un peu la même chose. On va essayer de comprendre la suite de vulnérabilités qu'un attaquant pourrait utiliser en les chaînant les uns aux autres. Et à partir de là, on va vous dire quelles sont les attaques paths possibles dans votre environnement. Et ça va être ces attaques paths qu'il va falloir corriger en premier. On a fait pas mal d'études avec des grands clients et en général sur des milliers, voire des dizaines de milliers de vulnérabilités, on a un facteur de ce qu'on appelle le noise reduction d'à peu près une vingtaine d'attaques paths. Donc pour la personne qui s'occupe de la sécurité et de la remédiation, on va avoir par exemple pour des milliers de vulnérabilités une quinzaine ou une vingtaine d'attaques paths possibles dans son environnement. Donc c'est ça qu'on va lui demander de fixer en premier. Et qu'est-ce qu'on a en plus ici? On a une visualisation de l'attaque path et on va avoir un système expert qui va vous dire comment programmatiquement on peut patcher ou remédier à ces différentes vulnérabilités. Voilà, tout ce que je viens de dire. Donc, je n'ai pas trop parlé des solutions qu'on a chez Cisco. On a un stand où on peut présenter ça plus en détail. L'autre chose dont je voulais parler, c'est qu'il y a plein de projets open source qui permettent en fait d'avoir cette visibilité. Et j'en ai cité quelques-uns. Le bloc fonctionnel du bas, dont je n'ai pas trop parlé, c'est tout ce qui va être pour moi application networking. Quand vous passez en microservices, peut-être vous allez avoir des workloads qui vont rester dans vos data centers on-prem, et puis une autre partie de l'application qui va être déployée dans un cloud, ou peut-être vous allez avoir 2 instances de cloud où vous allez déployer votre application. Pour ça, il faut être capable de faire le networking au niveau applicatif. Donc le networking chez Cisco, on pense avoir un petit peu d'expérience, mais on a maintenant des solutions qui permettent de le faire au niveau application, au niveau Zero Trust. Donc c'est des technologies qui s'appuient sur Service Mesh comme Istio, Envoy. Et puis ici, vous avez un framework qui est super important, c'est Spiffy et Spire, qui vous permet dans un monde conteneur où les conteneurs changent tout le temps, les adresses IP changent tout le temps, de pouvoir avoir des attestations qui vont être délivrées pour les workloads. Donc cette brique de base, pour moi, elle est fondamentale quand on passe en cloud natif, c'est de savoir faire du réseau en mode applicatif et en mode Zero Trust. Après, je vous ai mis quelques projets auxquels on contribue fortement et que vous pouvez aller regarder. C'est souvent des métascanners, c'est-à-dire ici, on a par exemple KubeClarity, qui va être un métascanner qui vous permet d'intégrer n'importe quel type de scanner que vous voulez pour scanner vos images, scanner votre code. Typiquement, si vous connaissez des choses comme Trivy ou Gripe, KubeClarity va pouvoir
aller séquencer un scan Gripe ou un scan Trivy. Si vous avez vos propres scanners, vous pouvez utiliser ce framework pour ça. SigStore, ça va être quelque chose qui va permettre d'avoir des attestations pour vos workloads. Donc vous connaissez Let's Encrypt peut-être pour la partie web. Donc Let's Encrypt, c'est principalement une contribution Cisco. On a souvent tendance à l'oublier. On a refait la même chose pour les conteneurs avec SigStore. Voilà, on a des attestations. C'est très proche d'ailleurs de Let's Encrypt. Et puis des choses où vous allez pouvoir, j'ai parlé beaucoup de conteneurs, mais on sait prendre en charge des VM, par exemple avec VM Clarity, aller faire du scan de VM, de vulnérabilité de VM. API Clarity pour le scan de vos API. Si vous avez une application et vous voulez scanner les API, API Clarity, c'est un bon projet open source pour commencer à regarder ça. Et puis enfin, Function Clarity, être sûr que ce qui se tourne en serverless, il y a une bonne intégrité, c'est-à-dire vos fonctions, par exemple vos fonctions lambda, sont les fonctions lambda qui ont été développées par vous et il n'y a pas eu de mutation. On a vu souvent des attaques au niveau du serverless. Voilà, donc pas mal de projets open source, beaucoup de contributions de notre part, mais n'hésitez pas si vous voulez contribuer avec nous sur ces projets. Après, il y en a plein d'autres, mais c'était ceux qui me semblaient intéressants pour la présentation. Voilà, j'ai fini, je pense, dans les temps. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai un micro pour les questions. S'il y a des questions, hein, s'il n'y en a pas. Ah, je crois qu'il y a une question. Là, vous avez mentionné WebAssembly, là, dans quel cadre? J'ai pas vu le lien avec le reste, en fait. En quoi ça rentrerait dans la sécurité? C'est juste une façon de faire du runtime, non? Donc la question était portée sur WebAssembly. Donc WebAssembly, c'est en fait un framework où vous pouvez injecter du code en runtime, donc sans avoir à recompiler des choses. Et c'est quelque chose qui marche de pair, enfin il y a plusieurs environnements, notamment avec les proxy envoy. Quand je fais de l'application networking, ce que je vais vouloir faire, c'est injecter dans vos workloads applicatifs des proxys qui vont gérer la partie TLS et MTLS. Donc ça, c'est des technos comme Envoy. Et dessus, je vais vouloir faire en gros du packet inspection ou du deep packet inspection. C'est là où WebAssembly est là. Je vais pouvoir écrire des filtres pour HTTP, mais pour d'autres protocoles. Et donc récupérer à partir du code WebAssembly qui tournera sur un environnement Envoy l'ensemble de la télémétrie de mon application. Voilà. Et c'est un bon framework parce que vous pouvez par exemple faire du firewall avec du WebAssembly. Donc rien n'empêcherait de faire du firewall web, du WAF, etc. à base de ces filtres WebAssembly. Généralement, lorsqu'on construit un nouveau conteneur, on se base sur une image existante. Donc la question, c'est quand on déploie des conteneurs, en général, on va chercher nos images sur du Docker Hub public. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces images? Je dirais la réponse, c'est ce qu'on a vu avec les clients. Nous, ce qu'on leur propose, c'est plutôt d'avoir une signature de leurs images. Donc de récupérer peut-être des images publiques qu'ils vont utiliser, mais de les mettre dans un pipeline où ils vont pouvoir signer ces images, comprendre les vulnérabilités des images, s'il y en a, les corriger, et mettre ça dans des registries qui seraient privées à ce moment-là. Donc tout dépend du niveau de sécurité que vous voulez atteindre, mais souvent, quand on déploie des applications et qu'on met ces applications face à des clients, on utilise des registries privées. Parce qu'il est très facile aujourd'hui de venir mettre des vecteurs d'attaque dans des librairies publiques ou dans des GitHub publics. Typiquement, dans GitHub, vous avez depuis très récemment du MFA ou ce genre de choses. Donc même identifier des gens qui font des pull requests dans du GitHub, c'est très difficile. Parce que les mécanismes vraiment d'intégrité dans GitHub sont là que depuis très peu de temps. Donc les images dites officielles peuvent être vulnérables. Oui, tout à fait. Ouais. Et moi, si j'étais attaquant, j'irais attaquer plutôt des images qui sont énormément déployées, donc des images officielles. Comment je fais? On a vu des attaques comme ça. On gère des pull requests, par exemple avec du machine learning ou de l'intelligence artificielle. On rajoute des pull requests, et à un moment, on met dans le pull request des bouts de code qui sont en fait malveillants. Ça, on a vu déjà des attaques comme ça sur de la supply chain. Dernière question. Juste une petite question, un petit peu en marge. Alors, attends. Oui. Ouais. Sur le slide précédent, en fait, c'est sur votre
Sur le slide précédent, votre système là, de détection de scénarios d'attaque, hein, parce que c'est ça, par intelligence artificielle, est-ce que vous avez eu l'idée, par exemple, de vous en servir pour alimenter des analyses de risque type EBIOS, parce que c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire à la main? Oui, alors le DataPass Analysis aujourd'hui, il est plus basé sur des mécanismes d'études de graphes. Bon, je ne peux plus bouger, mais plus que de l'intelligence artificielle. Donc c'est plus des heuristiques derrière. Et on est en train de regarder comment on va mettre de l'intelligence artificielle sur ces études de graphes, surtout sur la remédiation.